remercier le travail qui a été réalisé. Je souhaitais remercier les élus en tout premier lieu. Xavier, bien entendu, hein, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as été l'initiateur. Je voulais également remercier notre personnel hein, qui a fourni un effort conséquent sur cette PLUI au travers des nombreuses réunions que nous avons pu tenir. Bien sûr, les représentants, donc M. Platel ici présent, du bureau d'études qui nous ont accompagnés durant ces 4 années et ses collègues, et puis les intervenants extérieurs qui nous ont apporté un éclairage averti, notamment par rapport au patrimoine bâti de notre communauté de communes, avec le groupe patrimoine, je crois, qu'il se nommait comme cela, qui nous a fort bien éclairé sur le sujet. Voilà, moi je ne veux pas être plus long, je laisse la parole à Michel, de façon à ce qu'il vous explique, il va faire un peu la genèse donc, de cette démarche, et puis le déroulé de la réunion. Voilà, Michel, à toi la parole. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Alors, internautes derrière vos écrans, donc moi aussi j'espère que tout va bien se passer. Je pense qu'il n'y aura pas de souci. Vous avez bien entendu, compris qu'il y aurait des questions possibles, soit par oral, soit par écrit, mais il y aura des temps dédiés. Et je veux aussi préciser que les questions doivent porter sur le PUI en général. Nous ne pourrons bien sûr pas traiter des cas individuels ce soir. On vous présentera en fin de séance comment on peut venir exposer son souci particulier. Alors, nous allons ce soir faire un point d'étape important pour nous, dans le cadre donc, du PLUI. Alors, il y a beaucoup de, on dit anagramme, hein, PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Il y a beaucoup d'abréviations, c'est ça. Alors, il vous sera présenté ce soir, donc par M. Platel qui a été cité, et que je remercie également, le plan de zonage avec le règlement et les OAP, orientation d'aménagement et de programmation. Alors, nous allons essayer effectivement ce soir de faire preuve d'un peu de pédagogie pour que chacun de vous puisse comprendre ce qui nous a conduit aux propositions qui vont vous être présentées ce soir sur donc, ces plans de zonage et de réglementation. Préciser, vous rappeler plutôt que le PLUI, il est partagé et il est porté par les 10 communes et les 10 équipes municipales qui constituent la communauté de communes. Nous sommes, c'est vrai, partis de situations différentes, PLU, carte communale, RNU, règle nationale d'urbanisme, et nous arriverons au final à un projet commun qui s'imposera à tous et qui s'appliquera uniformément au sein de nos différentes communes. Nous avons obéi à un cadre au sein du PLUI. Ce cadre, il est celui que nous propose le SRADET. Ce sont des instances supérieures, donc supracommunautaires. SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. En gros, c'est le schéma régional. Autre instance supracommunautaire, le SCOT, schéma de cohérence territoriale, porté par le pays du Haut-Doubs, composé de 5 intercommunalités autour de Pontarlier. Quand nous avons commencé le PLUI, le président l'a rappelé, il y a 4 ans, nous avons commencé par établir le diagnostic, que vous connaissez maintenant, et nous sommes appuyés, nous avons retenu quelques éléments essentiels. Nous avons d'abord fait le constat que nous vivions dans un territoire dynamique, avec une croissance constante de notre population. Alors, nous avons eu la volonté de maintenir cette capacité de croissance et nous avons souhaité confirmer notre taux de croissance de 1,2% d'augmentation de la population. Ainsi, nous pourrons continuer à accueillir de nouveaux habitants dans les meilleures conditions et rester un territoire attractif. Nous avons mis en évidence aussi une consommation de surface pour l'urbanisation trop importante et pas compatible avec le nécessaire partage avec les autres activités de ce bien précieux et non extensible, la surface, partage de l'habitat avec les voiries, l'agriculture, la forêt, etc. Alors, je vous rassure, cette tendance n'est pas propre à la communauté de communes, mais on retrouve cette dérive au niveau national, bien sûr.
Au sein du schéma régional, ces objectifs de réduction de consommation sont importants. Zéro artificialisation à l'horizon 2050. Nous avons bien sûr intégré dans notre PLUI cette attente en réduisant, et vous le verrez, notre consommation foncière de 40% pour les 15 prochaines années. Nous avons aussi observé, comme tous, une dégradation de notre environnement, notamment le réchauffement climatique incontestable, avec toutes les conséquences que l'on connaît, doit être ralenti. C'est le PCAET, Plan Climat Air Énergie du SCOT, Plan Climat Air Énergie du territoire porté par le SCOT, qui nous fixe là aussi des objectifs très ambitieux de diminution de notre empreinte carbone. Dans ce sens, par exemple, nous avons inclus dans le PLUI un volet mobilité, transport, afin de favoriser les déplacements alternatifs à la voiture, piétons, vélos, et permettre les déplacements mutualisés, covoiturage, transport partagé. D'autres réflexions sont engagées sur la pertinence de développer des énergies renouvelables, par exemple, installation de panneaux photovoltaïques. Nous avons également apprécié dans notre diagnostic la qualité de notre patrimoine bâti et naturel, patrimoine que nous souhaitons bien sûr préserver. Les sites classés, le cachet de nos fermes comtoises, ou encore la richesse de nos milieux naturels, leur biodiversité, sont autant d'éléments qui doivent être protégés. Nous avons également partagé l'envie de maintenir à notre territoire une identité. Les nouvelles constructions dans le Haut-Doubs devront être adaptées à ce territoire spécifique de montagne et pourront être parfois différentes de celles que l'on trouve dans d'autres régions. Nous avons aussi observé l'importance des zones humides. Elles retiennent l'eau, ce qui permet de combattre les conséquences du réchauffement climatique et des sécheresses. Mais ces zones humides ont aussi une grande capacité à stocker le carbone. Ces milieux, là aussi, doivent être protégés. Construire un PLUI, c'est aussi se soucier de l'approvisionnement en eau, de qualité et en suffisance pour chaque foyer, autant que pour les économies, pour les activités économiques et l'agriculture. C'est aussi permettre à chaque construction de pouvoir évacuer ces eaux usées pour qu'elles soient ensuite traitées, sans négliger bien sûr la collecte et la gestion des eaux pluviales. Nous devons donc, dans ce sens, réfléchir à réaliser des prévisions d'urbanisme qui s'inscrivent dans le temps, faire un phasage de nos projets. Il nous faut prendre en compte le temps nécessaire à l'évolution de nos réseaux, de la capacité de traitement de notre station d'épuration ou encore à la sécurisation de notre approvisionnement en eau potable. Nous n'avons bien entendu pas oublié la prévention des risques et principalement des inondations. Ces risques principalement liés aux grugeons ont tendance à évoluer et à s'amplifier au rythme de l'amplitude des phénomènes climatiques. Un PLUI, notre PLUI, c'est encore trouver un équilibre entre nos villages de tailles différentes, avec des possibilités de transport adaptées à l'intérieur, entre nos communes, sans oublier pour autant la place majeure de la gare TGV de Frasnes pour l'ouverture vers l'extérieur. Toutes ces réflexions et d'autres, la liste n'est bien sûr pas complète, ont conduit à l'élaboration de notre PADD, Plan d'aménagement et de développement durable, qui définit les orientations. Cela vous a déjà également été présenté. Ce soir, la présentation de M. Platel va nous permettre de partager la traduction pratique et concrète de cette déjà longue réflexion à travers les présentations du règlement, du plan de zonage ou encore des OAP. En résumé, construire un PLUI, c'est avoir l'ambition de permettre une vie harmonieuse
et agréable au sein de nos communes et de notre communauté. La qualité de l'habitat et des conditions de vie seront confortées par la présence d'équipements, de commerces adaptés et d'une activité touristique soutenue. Nous devons bien sûr veiller à ce que notre agriculture florissante et l'activité économique dynamique trouvent pleinement leur place dans cette organisation. Nous avons récemment présenté notre PLUI aux personnes publiques associées, les services de l'État et les différentes collectivités et administrations concernées. Nous sommes dans l'attente de leur retour. Alors, pour terminer, M. Platel, vous précisera les prochaines étapes, avec notamment les différentes phases de consultation et d'échange possibles. Nous serons ensuite heureux de mettre à la disposition de tous le PLUI de notre territoire qui devra ou devrait s'appliquer définitivement et totalement en 2022. Alors, je vous remercie pour votre attention et donc je donne la parole à M. Platel pour la présentation donc de ce soir. Merci. Revenir sur les modalités de la visioconférence. Ça a été expliqué par Laetitia tout à l'heure. On va présenter en 4 parties et puis à la fin de chaque partie, on analysera vos chats et vos questions, et des questions orales, sachant que pour mémoire, la visioconférence est enregistrée, sera mise en ligne avec les documents à partir du 18 mai. L'objectif de la présentation est bien de Donc l'objectif, c'est bien de présenter les pièces du PLUI qui seront mises à disposition. On en fera une explication sommaire, et sachant que vous aurez les différents documents dans les mairies, sur le site internet et à la CFD. Si on peut passer à la suivante. On va revenir sur quelques objectifs dont le vice-président vient d'en faire la liste. Et puis, on va surtout présenter ce qu'est un règlement graphique et écrit et les orientations d'aménagement et de programmation, avec une conclusion sur la concertation et la suite de la procédure. Le PLUI, donc sur la phase des objectifs, a été donc engagé en 2018. Le projet d'aménagement et de développement durable, des débats ont été faits dans les communes en juin 2019, autour de juin 2019. Et on est à la phase concertation et arrêt, concertation pour un arrêt des études en fin juin 2021. Donc ça permettra d'avoir fini le travail avec les élus et avec la population suite à cette concertation qui continue et qui prend un tournant important à partir d'aujourd'hui. Sachant que en phase suivante, il y aura une enquête publique autour de l'automne 2021, pardon, une petite erreur, autour de l'automne 2021, où là, ce sera un commissaire enquêteur qui recevra vos remarques et non les élus et le bureau d'études. L'approbation et donc son application des différents documents se fera normalement début 2022. Et donc, un PLU sur Frasnes, 8 cartes communales et une commune en règlement national d'urbanisme, on passera à un PLU intercommunal pour l'ensemble du territoire de la CFD. Le PLUI, les différentes pièces qui sont en concertation, on a rappelé, on va remettre, et ça vous l'avez déjà sur le site et dans les différentes communes, le projet d'aménagement et de développement durable, ce qu'on appelle le PADD. C'est la pierre angulaire du document. Il définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues pour l'ensemble de la communauté de communes pour les 15 ans à venir. Le deuxième,
La deuxième pièce qui sera aussi mise en concertation correspond au règlement graphique. Règlement graphique que l'on appelle plus souvent les plans de zonage. Pour ceux qui ont un PLU ou une carte communale, vous voyez ce que c'est. C'est les zones constructibles, les zones agricoles, les zones naturelles, etc. Donc ces plans, il y en a un par commune, ce qu'on appelle le plan du centre au 2000e. Et il y a aussi un plan pour l'ensemble de la commune, c'est-à-dire prenant en compte tous les écarts et tout le territoire. Donc c'est un plan au 5000e. Donc il y a entre 2 et 3 plans par commune qui définissent les zones urbaines, qu'on appelle UA, UB, UX, UE, les zones à urbaniser, qu'on appelle AU, les zones naturelles, qui commencent par un N majuscule, et on va retrouver différents indices suivant les fonctions de la zone naturelle, RB, réservoir de biodiversité, F, forestier, etc. On a également les zonages, les zones agricoles, c'est tout ce qui a lien à trait avec l'agriculture, et où, ce qui correspond à plus de la moitié du territoire de la CFD. Et toutes ces zones-là sont reportées sur les cadastres communaux. La troisième pièce qui sera mise aussi en concertation, c'est le règlement écrit. Le règlement écrit qui fixe les règles générales d'utilisation des sols dans chacune des zones précédemment citées. Et là, par contre, il y a un seul règlement écrit pour l'ensemble de la communauté de communes, et donc c'est le même règlement pour l'ensemble des communes de la CFD. Et il remplacera surtout le règlement national d'urbanisme, sauf pour FRAN, mais on remplacera aussi le règlement de FRAN par le règlement du PLU. La quatrième pièce correspond à un document qui comprend les orientations d'aménagement et de programmation, ce qu'on appelle OAP. Elles permettent de définir et de préciser les conditions d'aménagement des secteurs qui doivent connaître un développement particulier, une zone à urbaniser, ou une restructuration ou une préservation du patrimoine, notamment, par exemple, sur des principes d'aménagement des fermes comtoises. Le premier point correspondait donc au PADD, projet d'aménagement et développement durable, qui vous a été présenté en octobre 2019 et qui donc, par ses orientations, il y avait 3 axes principaux et 15 orientations, je ne vais pas toutes les décliner, le vice-président en a bien parlé, sachant que ces orientations servent de base à la définition des limites des zones constructibles, des limites des zones naturelles et aussi à la rédaction du règlement écrit. Dans les orientations importantes, il y avait renforcé l'identité et la cohésion du territoire, notamment le respect de l'agriculture, des espaces naturels remarquables, du patrimoine bâti, préservation aussi des silhouettes des villages dans le paysage. Cet axe fort, cette orientation importante, a bien sûr défini les limites des zones constructibles. La seconde également, parce que les zones urbaines ou urbanisées vont permettre d'accueillir une nouvelle population, donc comme ça a été dit, et cette nouvelle population, elle se fait sur les parcelles non bâties, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dents creuses à l'intérieur des villages, mais aussi sur quelques espaces pris sur l'agriculture pour atteindre l'objectif qui a été dit par le vice-président d'avoir 1,2% de croissance annuelle en termes de population, ce qui correspond à peu près à 750 logements à créer sur les 15 ans. 750 logements qu'on va retrouver donc en dents creuses, en espace parcelles non bâties à l'intérieur des villages, en parcelles en extensif, mais tout en limitant la consommation des espaces agricoles, et aussi en rénovation de l'habitat et en requalification de l'habitat. Sachant que cette répartition, elle s'est faite suivant un modèle, le modèle qui fonctionnait déjà sur le territoire, avec un pôle important qui est FRAN, et donc avec une répartition de ce nombre de logements attribués sur la CFD et répartis en priorité sur les communes où il y a une gare, où il y a des écoles, avec une pondération donc plus importante pour FRAN.
Les autres orientations tout aussi importantes vont se traduire dans le zonage en termes de zones d'activité, en termes d'accueil pour les entreprises, en zone UX principalement ou AUX. Le tourisme n'est pas oublié et on verra que dans les zones agricoles, il est possible de faire sur certains secteurs eh bien, des gîtes, des autres espaces pour le tourisme, mais dans un esprit de nature et de culture. Le projet qui intègre aussi les risques environnementaux, donc vous verrez sur les plans, tout ce qui est risque, tout ce qui est, ce que vous ne voyez pas souvent sur les cartes communales, tout ce qui est zone inondable qui ont été étudiées soit par études de la DDT, soit par données locales lors des dernières inondations de 2018 notamment. Et donc, comme ça a été dit tout à l'heure, ce projet intercommunal construit avec les communes et la CSD, co-construit, doit aussi se rédiger dans le respect des lois du Code de l'urbanisme et notamment dans le respect des documents dits supérieurs comme le SRADET, c'est-à-dire le schéma régional, et les différentes lois qui vont vers une réduction drastique de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers à venir. Donc, cette synthèse du PADD qui vous avait été présentée antérieurement apporte-t-elle déjà des questions, sachant que ce n'est pas le but de la réunion aujourd'hui, mais est-ce qu'il y a encore eu des questions au fil de la conversation? Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser une question sur les principes d'aménagement qui avaient été déjà présentés? Non. Si on n'a pas... Non, question. Si vous souhaitez intervenir, on vous conseille donc de mettre la main levée ou sinon vous pouvez désactiver votre micro et puis comme ça on saura que vous voulez parler aussi et on vous laisse la parole. Vous pouvez continuer. Donc, on va se présenter ce qui est plus nouveau et ce qui fera certainement plus de remarques lors de la concertation, correspond donc à la présentation des règlements graphiques et écrits, ce qu'on appelle plan de zonage, et règlements écrits des différentes conditions de construction dans les différentes zones. Bien sûr, comme ça a été dit tout à l'heure, ces limites de zone se font sur un plan donc, cadastral. Et donc, vous aurez dans chaque commune et sur le site internet des plans comme ceux qui sont présentés sur la diapositive numéro 11, avec les différentes constructions existantes, donc sur le cadastre, les numéros de parcelles pour vous retrouver aussi, le nom des lieux-dits, etc., le nom des routes. Et sur ces plans de cadastraux figurent donc ce qu'on appelle des zones urbaines, U, les zones à urbaniser, AU, c'est ce qu'on voit en jaune plein. Donc ces zones U et AU permettent principalement les constructions d'habitation, ce qu'on va appeler zones UA, UB et AU. Vous voyez un peu les limites, et on le verra tout à l'heure sur un zoom plus précisément. Vous avez aussi les zones urbaines d'activité économique, qu'on appelle UX, ou parfois, sur certaines communes, vous avez des zones urbaines d'équipement public qu'on a appelées UE. Donc, ces terminologies permettent d'identifier une zone complète qui regroupe plusieurs maisons à l'intérieur du village. Et ce qu'il y a en dehors de la zone urbaine ou à urbaniser, ce sont majoritairement des zones agricoles, A, vous avez un A, et des zones naturelles qui peuvent être accompagnées d'indices parfois. Donc là, c'est un plan
pour exemple de la commune de Courvières, qui répond donc à l'objectif du PADD et de la répartition d'avoir 25 logements neufs sur les 15 ans en dents creuses, c'est-à-dire à l'intérieur de la zone UA, et en extensif dans les zones à urbaniser. Et puis, par exemple, les zones qui ont été délimitées, les zones U par rapport aux fermes notamment, pour ne pas aller vers, en respect du PADD, vers les fermes existantes pour ne pas les perturber l'activité agricole. Donc, sur la diapositive suivante, on aura un zoom plus précis des limites donc, à l'intérieur du village, où Courvières avait une carte communale. Pour ceux qui avaient un peu en tête cette carte communale, vous voyez que les limites ont été quand même plus adaptées aux besoins de développement de la commune. Et donc, il y avait des parcelles qui étaient anciennement constructibles qui ont été rendues à l'agriculture pour répondre aux objectifs de logement avec 1,2% de croissance à l'échelle de la CED. Donc, vous avez dans la légende à côté UA qui correspond aux zones urbaines à caractère ancien. UB, ce sont les zones urbaines d'extension récente. Et donc, à l'intérieur de ces zones, vous allez avoir quelques parcelles encore constructibles. UE, vous en avez une qui correspond à l'espace de jeu, équipement de loisirs ou équipement public. UX, c'est la zone urbaine d'activité existante avec la possibilité d'avoir une extension de l'activité existante. Et puis donc, on passe aux zones à urbaniser, qui sont donc là en jaune plein pour les développements de l'habitat ce qu'on appellera en extensif ou en limite de village. Et pareil pour les zones AUX au nord, pour une zone de développement de l'activité économique. Les autres, et donc tout le reste du territoire, on va retrouver des zones agricoles, A, où là, c'est l'agriculture qui peut construire des bâtiments agricoles ou un seul logement agricole, un seul logement pour une activité agricole. Et puis, vous avez aussi les zones N que vous retrouvez plutôt autour, entre, bon là l'exemple en montre moins, mais tout ce qu'il y a comme zone naturelle, zone humide, forêt, a été classé en zone naturelle N. Donc, voilà un peu les limites, et ces limites-là, elles ont été définies en lien avec les orientations du PADD, c'est-à-dire ne pas étendre les zones urbaines vers les fermes, prendre en compte les zones d'inondation, prendre en compte les projets, certains projets qui ont été déjà engagés, et puis donc répondre aussi aux objectifs de population. Sur ces plans-là, donc en plus de ces zonages, ce qu'on appelle les zones que vous avez vues et que vous allez voir sur les plans en commune ou sur le site internet, vous avez dans cette même légende différentes autres informations qui sont importantes, qui sont assez nouvelles par rapport aux cartes communales et au PLU de Fresnes. Ce sont les risques d'inondation. On verra sur cette commune par des tirets ou d'autres communes par des zones violettes, liées surtout aux régions, des zones de ruissellement connues, données localement, dont il faut en tenir compte et gérer ces ruissellements et interdire les constructions s'il y a un axe de ruissellement connu. On peut retrouver sur certaines communes des sites pollués, donc là aussi, d'anciennes carrières, d'anciennes décharges, d'anciennes sablières qui sont indiquées. Vous avez aussi sur les plans des risques de mouvement de terrain, c'est l'ensemble des dolines, c'est les points rouges par exemple. Vous avez aussi quand il y a une perte ou des zones de risque de retrait-gonflement des argiles. Donc ça, c'est pour ce qui est risque. Vous avez aussi des éléments paysagers écologiques repérés au titre du Code de l'urbanisme, par des articles spécifiques. Là, dans ces éléments-là, sont repérés tout l'ensemble des haies importantes dans le domaine agricole.
l'ensemble du patrimoine. Là, sur la commune, on va retrouver des murs en pierre sèche à l'intérieur du village, en face de l'église par exemple, et puis aussi tout ce qui est éléments de patrimoine ponctuels, l'ancienne éolienne, etc., tous des éléments qui sont identifiés, ou l'ancienne chapelle, qui sont identifiés sur l'ensemble de la CFD. Là aussi, s'il en manque, vous pourrez toujours, lors de la concertation, apporter votre contribution. Vous verrez aussi sur le plan des éléments importants que sont les clos et jardins qui entourent les anciennes fermes pontoises. Ces clos et jardins ont une importance à l'échelle des villages et de ce patrimoine bâti pour le mettre en valeur et normalement ne seront pas constructibles sauf pour des annexes, abris de jardin, garages, etc., tout en préservant les façades de ces fermes pontoises. Vous allez aussi avoir sur les plans différents éléments quand vous avez des zones humides. On indique aussi les bâtiments agricoles qui ont été recensés par la Chambre d'agriculture. Donc là, c'est les bâtiments marrons. Vous avez aussi, donc, sur ces bâtiments-là, des étoiles, si on prend par exemple celui qui est tout en bas, des étoiles qui indiquent que ces bâtiments qui ont une vocation aujourd'hui agricole pourront changer de destination tout en restant en zone agricole si jamais le patrimoine bâti était important pour se transformer en logement ou si c'était un hangar métallique pour avoir une fonction d'activité. Vous avez aussi les différents cours d'eau, les liaisons douces à préserver ou à créer. Et puis, vous avez aussi des emplacements réservés, c'est le quadrillage. C'est le quadrillage rose ou violet. Et sur la commune de Courvières, il y a 3 aménagements de rues qui permettent d'avoir un stationnement. C'est un emplacement qui est réservé pour que la collectivité puisse faire ce projet. Donc voilà un peu, sur chaque plan, on a pris un exemple, mais c'était pour vous montrer, sur toutes les communes, il y aura ces différentes zones définies suivant le PADD. Et donc, en réponse donc à toutes ces orientations, c'est comme cela que les limites ont été définies entre zones urbaines où on peut construire pour du logement, de l'activité, et les zones agricoles ou naturelles, où là, c'est préservé pour l'agriculture ou pour la protection de l'environnement. S'ajoute donc, et en lien avec ces plans, il y a un règlement, ce qu'on appelle un règlement écrit. Donc là, c'est un, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un document qui contient une 60aine de pages. Et ce règlement écrit sera aussi également en ligne. Et c'est important de regarder votre parcelle, dans quelle zone elle est classée, zone urbaine par exemple. Et puis, ce règlement écrit va définir comment les constructions peuvent s'implanter dans la zone. Donc, c'est bien un règlement écrit qui résulte toujours de la traduction du PADD. Donc, il précise les dispositions générales, la gestion des risques des zones humides, et suivant les zones, on rappelle zone U, AU, A et N, on va autoriser des constructions différentes et des volumétries, des hauteurs, des reculs par rapport aux voisins, différents également, suivant la zone dans laquelle se trouve la construction. Par exemple, pour la zone UB, si on revient à la présentation au plan, la zone UB qui correspond à l'extension de lotissement, par exemple, à l'ouest du village, cette zone-là UB, vous voyez l'ensemble de ces maisons, le règlement s'applique à tout nouveau projet, une nouvelle construction, il y a encore une ou deux dents creuses sur lesquelles on peut construire, toute extension, tout changement d'aspect extérieur. Et donc,
aussi à ce qu'on va permettre dans cette zone UB, donc c'est le chapitre 1, où on autorise les destinations des constructions. C'est le tableau qui définit si c'est autorisé ou si c'est interdit, ou si c'est autorisé sous condition. Donc là, on est en zone urbaine, UB d'activité, plutôt de lotissement récent, de maisons récentes. On va autoriser l'agriculture que s'il y a une exploitation agricole qui existe déjà. Dans ce secteur-là, par exemple, il n'y a pas d'exploitation agricole, donc il n'y aura pas d'extension. Par contre, sur une zone UA, vous voyez peut-être, non, il n'y a pas de zone d'activité agricole sur cet espace-là, mais en zone, s'il y avait une zone UA avec une ferme, elle pourrait uniquement faire une extension de l'existant modérée et sans gêne pour le voisinage. Donc, les habitations sont autorisées, l'hébergement aussi, vous voyez chaque ligne, les commerces et activités de services sont autorisés sous la condition que ça ne gêne pas pour le voisinage, que tous les stationnements soient prévus, la restauration pareil, l'activité de service où s'effectue l'accueil d'une clientèle, là aussi c'est autorisé. Tout ce qui est équipement d'intérêt collectif et services publics, tous ces équipements sont autorisés. Par contre, on va autoriser sous condition l'entrepôt, les bureaux, les industries. Et sous forme d'industrie, on entend par quelqu'un qui transforme, un garagiste qui a de la peinture, peut se retrouver sous l'appellation industrielle. Donc ça, par exemple, en zone UB, les destinations qu'on autorise et qu'on interdit, ou qu'on autorise sous condition. Et sur la diapo suivante, ça c'est la zone agricole, exemple zone A. Vous voyez qu'en zone A, on va plutôt faire l'inverse, c'est qu'on va autoriser les exploitations agricoles, on voit dans la troisième colonne, alors que l'exploitation forestière, elle sera autorisée sous condition de ne pas gêner l'agriculture, par exemple, d'être un complément. Le logement sera autorisé sous condition également et uniquement si c'est en lien avec l'activité agricole. Et pratiquement l'ensemble des autres activités est interdite, comme on peut le voir, sauf tout ce qui est équipement technique ou local technique et industriel des administrations. Le règlement, donc après avoir défini ce qu'on autorise et ce qu'on interdit dans la zone, définit aussi les caractéristiques urbaines, architecturales, environnementales et paysagères pour les constructions à venir. C'est-à-dire, il y a différents articles qui vont définir la volumétrie de la construction, c'est-à-dire son hauteur, l'implantation de la construction par rapport à la route, par rapport aux voisins, par rapport à l'aspect extérieur qui sera autorisé. Et puis, seront aussi réglementés les clôtures et le stationnement. Sachant que ce travail de règlement a été fait, c'est grandement inspiré du PLU, du règlement du PLU de Fresnes, et puis aussi de la typologie du bâti de la CFD. Donc, dans la partie réglementaire de chaque zone, vous verrez, c'est assez intéressant à lire, parce que ce sont des règles assez importantes pour vos futures constructions ou aménagements qui vont par exemple définir en zone UA, donc c'est le centre ancien, que si jamais vous faites une construction nouvelle, il faudra que cette construction nouvelle, elle respecte les hauteurs des bâtiments limitrophes, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire un rez-de-chaussée à une maison en plein pied entre deux gros volumes d'anciennes fermes pontoises. On obligera que les hauteurs, elles seront à rez-de-chaussée plus un étage plus comble ou plus 2 étages plus comble. L'idée étant de garder les volumétries importantes dans le centre ancien. Par contre, en zone UB, c'est-à-dire dans les zones de lotissement, là aussi, les hauteurs des constructions principales, je ne parle pas des annexes, mais des nouvelles constructions, devront aussi respecter les hauteurs des constructions voisines, avec bien sûr une marge de plus ou moins 2 mètres, mais les hauteurs seront limitées, là par exemple, à 9 mètres maximum.
rez-de-chaussée plus 1 plus comble principalement. Le troisième chapitre du règlement écrit va définir comment les constructions seront raccordées au réseau, notamment au réseau d'eau potable, d'assainissement, au réseau d'eau pluviale et d'autres réseaux numériques, etc. Donc, par exemple, l'article UB9 définit que si votre construction elle est raccordable au réseau, c'est-à-dire que si les réseaux d'assainissement passent devant la construction, il y a obligation de se raccorder. Par contre, s'il n'y a pas de réseau collectif d'assainissement, l'assainissement autonome est obligatoire en fonction du zonage d'assainissement qui sera aussi dans le PLUI. Par contre, le PLU, le règlement du PLUI, définit que cette installation, si on est à l'intérieur du village, devra permettre le possible raccordement ultérieur à un système collectif lorsqu'il sera mis en place. L'idée étant de raccorder l'ensemble des constructions au réseau dès lors qu'il existe ou dès lors qu'il sera mis en place dans le cadre de la programmation des travaux de la CFD. Ça fait beaucoup d'informations qui vous ont été présentées. Pour synthèse, c'est bien comprendre ce qu'on vous aurez le plan graphique qui indique dans quelle zone se trouve votre construction ou votre parcelle. Donc comme ça, vous voyez si elle est en zone UA, UB pour des constructions plutôt de logements ou de commerce ou d'activités non nuisantes. A urbanisé, ce sont les zones de développement des villages, et on reviendra aussi sur ces parties-là tout à l'heure. Les zones A, si vous êtes en zone agricole, et puis les zones naturelles, mais normalement, il y a peu de construction en zone naturelle pour la préservation de ces espaces, ou pour des risques d'inondation également. Et donc, une fois que vous voyez dans quelle zone vous êtes, vous ouvrez le règlement écrit, et dans le règlement écrit, vous allez voir les prospects, les règles que vous devrez respecter pour faire votre construction. Voilà pour l'explication du zonage, ce qu'on appelle zonage, règlement graphique, et du règlement écrit qui va remplacer le règlement national d'urbanisme qui s'applique aujourd'hui principalement sur vos territoires. Donc, on n'a pas de questions au niveau des fils de conversation. Par contre, si effectivement vous voulez faire part de remarques ou de questions, n'hésitez pas du coup. Alors, si on ne trouve pas forcément où est la main levée, n'hésitez pas à couper à remettre votre micro et puis à prendre la parole. Pas de questions? Tout est clair. Donc, c'est vrai que ces documents, c'est une présentation globale. Je vous inviterai vraiment à en prendre connaissance lors de la concertation, qui va durer quand même quelques semaines pour le mois de mai et début juin. La troisième pièce importante, qui est donc la pièce orientation d'aménagement et de programmation, ce qu'on appelle l'OAP, est elle aussi la traduction des orientations du PLD. Et donc, ce document, cette pièce orientation d'aménagement et de programmation, elle est un peu différente du règlement, parce que le règlement dit la hauteur maximale, c'est 9 mètres, et puis donc vous ne pouvez pas aller au-dessus de 9 mètres. Vous pouvez aller en dessous. Par contre, les orientations d'aménagement et de programmation sont là pour apporter des principes d'aménagement qu'il faut bien sûr respecter, mais sous forme de compatibilité. C'est-à-dire que quand on va définir un principe d'aménagement sur une zone, sur une ferme pontoise, l'idée est de l'intégrer dans votre projet. Et si vous avez un projet d'intérêt supérieur ou architectural important, le principe doit être suivi, mais peut-être aménagé. Sur le PLU de la CFD,
La pièce OAP comprend 3 parties. Les OAP de secteur liées aux zones à urbaniser, c'est-à-dire aux zones d'extension, les zones AU qui sont en jaune sur les plans de zonage. Donc ces zones à urbaniser ne peuvent pas s'urbaniser individuellement comme cela, comme ce sont les choix des communes et ce sont les zones d'extension des villages. Il y a des principes qu'il faut prendre en compte d'accès, de densité, et donc des principes qu'il faudra donc mettre en place sous forme d'objectifs et de compatibilité. La deuxième partie correspond à l'OAP patrimoine, et donc là, il y a eu des fiches spécifiques qui ont été réalisées pour préserver les fermes pontoises et leurs abords, mais aussi leur permettre d'évoluer, notamment lorsque il y a besoin de créer plusieurs logements pour préserver le bâtiment et qui ne se transforme pas en ruine, par exemple. On a une troisième type d'OAP, c'est l'OAP commerce, mais je ne vais pas trop en parler ce soir, et l'OAP environnement pour les zones de réservoirs de biodiversité qui sont en zone agricole et en zone naturelle, qui sont en cours d'écriture avec les pages. Établissement public d'aménagement et de gestion de Comment? Je reviens sur les zones OAP, des zones AU soumises à OAP. Donc là aussi, c'est un extrait de la pièce qui est donc un document écrit que vous verrez qui a cette forme-là dans chaque commune et sur le site internet. Donc les zones à urbaniser résultent des choix des communes en lien avec les objectifs quantitatifs et qualitatifs de production de logements du PADD. Là, par exemple, sur Frane, on a montré, donc là aussi, c'est un autre plan, un autre extrait de plan. On est toujours sur les zones AU. Donc là, ce sont des zones à urbaniser. Ces zones à urbaniser sont décrites et puis doivent respecter les principes d'aménagement qui sont inclus dans ce carré rectangle rose. Et puis, j'y reviendrai, et puis en troisième partie, il y a des exemples d'illustration de ces principes. Ce n'est pas forcément ce projet-là qui sera réalisé, même s'il correspond en tout point au principe d'aménagement. C'est une illustration. Par exemple, quand on dit que l'accès se fera uniquement sur telle et telle route, quand c'est un accès unique, l'accès il peut être décalé sur la route, mais il n'en faudra pas 15, il n'en faudra qu'un seul. Ça, c'est le principe à respecter, mais le lieu d'accès, il peut évoluer sur la route principale. Il y a certains principes qui sont donc à respecter au sens vraiment les plus importants. Ce sont les conditions d'ouverture à l'urbanisation de la zone. Par exemple, si vous avez la zone AUA qui est au nord, celle-ci, comme il y a 3 propriétaires, 3 parcelles, donc on peut supposer 1, 2 ou 3 propriétaires, il y a obligation de par l'orientation d'aménagement et de programmation à ce que les propriétaires s'entendent pour faire, on va dire, une opération d'aménagement style lotissement. Et pourquoi ils doivent s'entendre? Parce que, vous voyez, il y a différentes surfaces des parcelles. Ils doivent se mettre en commun pour réaliser une opération avec une densité de 25 logements à l'hectare, parce que c'est sur Frane qui est le pôle, et puis aussi avec les conditions de logement, notamment du logement mitoyen ou du logement locatif pour cette zone AUA. Par contre, pour la zone en face, AUN, on va retrouver différentes autres constructions, des maisons individuelles par exemple, mais là aussi, on va demander un projet d'aménagement d'ensemble et que les différents propriétaires s'entendent pour vendre ou pour faire cette opération ensemble
suivant les principes donc, de typologie, d'accès de voirie, j'en ai parlé, de paysage, c'est-à-dire d'avoir des implantations végétales, ce qu'on voit un peu les zones vertes sur le plan, en accompagnement de l'aménagement par rapport notamment à la route départementale qui peut être bruyante par rapport à du paysagement. On va aussi proposer des principes d'aménagement pour que les constructions soient orientées, je dirais, nord-sud et le sud, les zones de vie, c'est-à-dire que toute construction, plutôt pour préserver l'ensoleillement, une énergie gratuite passive par l'ensoleillement, pour que les pièces à vivre soient au sud, et puis le garage, les accès, les cuisines soient plutôt au nord. Donc ça, c'est la gestion des eaux pluviales aussi, qui doit être donc faite à l'échelle de la zone, soit par un bassin de rétention des eaux, et surtout en évitant l'infiltration dans une perte directement et en essayant de réutiliser cette eau pluviale pour les jardins notamment, ou pour d'autres réservoirs, utilisation de nettoyage de voitures, etc. Également pour la gestion, pour la lutte contre l'imperméabilisation des sols, les stationnements pourront présenter des surfaces engravillonnées ou tout matériaux qui permettent l'infiltration des eaux. Donc là, vous allez pour chaque zone AU de chaque commune, vous allez retrouver les principes d'aménagement à prendre en compte pour chaque aménagement, chaque zone à urbaniser. Et un autre point aussi, c'est qu'à l'échelle de la communauté de communes, toutes ces zones à urbaniser, qui représentent 540 des 750 logements à produire, donc c'est quand même important, les élus ont souhaité que cette ouverture des zones à urbaniser se fasse par phase, c'est-à-dire comme le PLUI sera sur 15 ans, à peu près il y a une phase 2022-2025, une seconde phase 2026-2028 et une troisième 2028-2035. Ce phasage, c'est pour accueillir la nouvelle population de façon étalée dans le temps et aussi en fonction du programme de travaux d'assainissement qui sera mis en place. Mais également en préservant l'agriculture pour que l'agriculteur puisse, parce qu'il y a parfois des terres agricoles qui lui seront prises, qui puisse aussi anticiper cet impact et donc ne pas subir de plein fouet une première perte de terre sur la première phase, mais que ce soit réparti sur l'ensemble du pays. Bien sûr, ce phasage-là, il est inscrit dans le règlement et vous verrez aussi avec la concertation, pour ceux qui sont concernés, vous aurez donc dans la concertation apporté vos remarques par rapport à ce phasage. Donc ça, c'est important pour les orientations d'aménagement qui ont été définies dans chaque zone à urbaniser. Donc là, j'ai donné des exemples sur les logements, mais on a aussi la même chose sur les zones d'activité économique. J'en fais pas un exemple là, mais vous allez le retrouver dans la pièce OAP. L'autre partie des OAP concerne les OAP, l'OAP patrimoine, pardon. C'est aussi, ça résulte d'un choix des élus de préserver le patrimoine bâti, les fermes pastorales comtoises, tout en leur permettant d'évoluer vers du logement, par exemple, ce qu'on a pu voir sur certains exemples. L'idée, c'est bien d'apporter par des fiches élaborées avec le CAUE du Doubs, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement, qui est une émanation du département. Donc là, ces fiches-là indiquent aussi, pareil, par des principes qui sont inscrits dans les rectangles roses, les éléments qu'il faut prendre en compte, qu'il faut respecter, et puis par des illustrations, ce
qui est souhaitable de faire et ce qui est plutôt à ne pas faire. Et donc, sur chaque fiche thématique, on a par exemple la fiche 1 sur la structure générale dans les orientations d'aménagement pour préserver le patrimoine par rapport à une ferme comtoise qui est ancienne. Bien, on va éviter d'avoir une façade de garage en premier rideau sur rue, parce qu'on dénature complètement le patrimoine. On va aussi permettre, donc ça c'est plutôt ne pas aller vers cette orientation-là de rénovation du bâti. Par contre, vous voyez sur les images du bas dans la fiche 1, une ferme comtoise donc à pignon, gros volume, comment il peut évoluer. Donc là, tout en préservant la volumétrie existante, parce que le but de cette fiche 1, c'est de préserver la volumétrie existante, préserver les façades, tout en permettant des ouvertures, comme on peut voir sur le petit schéma, en façade, des creux ou alors des trouées dans le bâtiment, tout en préservant sa volumétrie, mais pour avoir plus de lumière, pour avoir des cours intérieurs, etc. Donc, ce sont des exemples extrêmes, mais qui permettent, avec un travail d'architecte, de tout préserver le bâti traditionnel, ces grandes structures, le pignon, les toitures, la volumétrie, tout en évoluant avec des panneaux solaires. Il y a aussi une fiche panneaux solaires, comment on les met sur la façade, les ouvertures en toiture, parce que ça c'est vraiment un point important. Quand on va passer d'une ferme comtoise, comment on va traiter les combles, les anciens greniers qui vont se transformer en habitation et en logement. Donc là aussi, avec des illustrations qui sont plutôt à respecter, à suivre, avec des Velux notamment, ce qui permet de garder la pente du toit, garder la structure générale. C'est le principe premier. Si on n'y arrive pas, on peut avoir des lucarnes, comme le montre le premier exemple, qui est un exemple à suivre. Par contre, on ne fera pas, comme le montre la troisième diapositive, mais il y en aura plusieurs dans le document, on ne fera pas des cassés bruts dans la toiture qui vont prendre en compte tout le pan et qui vont donc dénaturer le patrimoine ancien. Donc là, il y a 9 fiches thématiques qu'on va retrouver dans l'OAP patrimoine, et donc de toutes les fermes comtoises qui ont été recensées sur les plans de zonage et que vous avez vu, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais qui étaient entourées d'un trait orange-marron en zone sur les plans de zonage. Donc, ces 9 fiches, donc voilà, fiches 1 à 9, qui prennent en compte l'évolution des fermes comtoises, tout en essayant de préserver, tout en voulant préserver les principes généraux de sa composition principale et d'origine. Est-ce que là, il y a des éléments? Est-ce que c'était... Pas de questions dans le fil de discussion. Si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Je vous engage à bien lire ces fiches si vous avez une ferme comtoise ou si c'est un projet de rénovation. Et là aussi, lors de la concertation, on pourra en discuter. Il y aura une journée spécifique avec le CAUE, si besoin, qui est programmée déjà. Laetitia, elle est déjà programmée avec le CAUE, la réunion vendredi prochain, le 28. Voilà. Donc voilà, s'il n'y a pas de remarques, on vous a expliqué les différents documents qui compléteront le diagnostic et le PADD qui sont déjà mis en ligne. Et donc ces documents, plan de zonage, règlement écrit, pièces orientation d'aménagement et de programmation, qui sont la traduction du PADD et qui vont vraiment définir les possibilités de construire, les conditions de construire, tout avec l'idée de permettre les constructions nouvelles, de permettre des adaptations de l'ancien, mais tout en essayant de préserver l'identité
des communes de la CFD, c'était un mot important, tout en permettant les adaptations liées au réchauffement climatique, aux besoins d'énergie renouvelable, etc. S'il n'y a pas d'autres questions, on peut passer à la 4e partie. Cette 4e partie fait la synthèse de la procédure. Pour rappel, comme pour montrer qu'on a fait le diagnostic, le PADD, le règlement et le zonage EOAP qui vont être mis en ligne et dans les communes à partir de demain. Donc, vous pourrez voir aux heures d'ouverture des différentes communes. On reviendra après dessus. Donc, normalement, fin juin, ce travail-là sera terminé pour la partie rédaction, aménagement au niveau des élus et du bureau d'études. Donc, on appelle ça l'arrêt du PLU, donc par délibération du conseil communautaire. Et va s'engager après une phase d'à peu près une petite année. On va consulter les personnes publiques associées, la préfecture, la région, le département, la chambre d'agriculture et la chambre de commerce et d'industrie, etc. pendant 3 mois. Ils vont donner leur avis sur le document d'urbanisme. Il y aura ensuite l'enquête publique avec un commissaire enquêteur qui pourra vous recevoir. Et donc, normalement, cette enquête publique sera à l'automne 2021. On adaptera ou non le dossier en fonction des remarques. C'est pour ça qu'au niveau de la concertation, c'est important d'avoir déjà vos avis. Donc, on adaptera ou pas le dossier à la fin et il sera approuvé par le conseil communautaire, si tout va bien, début 2022 et donc mis en application 1 mois après pour les nouveaux projets, les déclarations de projets, les extensions et les constructions d'œuvres. Ça, c'est la procédure. Et donc, sur la concertation, il y aura possibilité de revoir la réunion sur le site Internet, elle est enregistrée. Possibilité de consulter les documents disponibles dans les 10 mairies et à la CFD, aux heures d'ouverture bien sûr, sur le site Internet de la communauté de communes. Les différents plans, donc les plans de chaque commune sont dans chaque commune. Par contre, à la CFD, il y aura une exposition qui va accueillir l'ensemble dans la pièce où nous sommes, donc la grande salle de la CFD, qui va, elle, accueillir l'ensemble des plans de toutes les communes. Ça, vous verrez aussi, vous pouvez avoir les différentes zones sur les différentes communes, sachant que vous les aurez aussi, vous les avez aussi sur le site Internet, vous allez avoir tous les plans de la CFD. En parallèle à cette exposition, que vous pouvez venir voir à la CFD, il y aura des créneaux de rendez-vous où il y aura possibilité d'échanger avec la communauté de communes les mardis 18 et 25 mai de 16h à 19h, où là, il y aura une personne pour vous accueillir, pour répondre à vos questions, ainsi que le jeudi 20 et 27 mai de 9h à 12h. Sachant que tous ces documents sont consultables et vous pouvez mettre vos remarques aujourd'hui lors de la réunion publique, mais également sur les registres de concertation qui sont mis à disposition dans les différentes mairies et à la CFD. Ces registres de concertation ont déjà accueilli vos remarques, mais vous pouvez les refaire également sur toujours ce même registre. Vous pouvez également adresser par courrier à Monsieur le Président de la CFD vos remarques et vos demandes, ou par mail à l'adresse qui est indiquée, et lui, franurugion.cfd.fr, qui sera mis en place aussi, qui est en cours de mise en place. Voilà, donc cette phase de concertation va se dérouler donc à partir de demain jusque mi-juin, fin juin, juste avant l'arrêt. Et donc c'est important que vous puissiez, au cours des semaines, des jours qui viennent, apporter vos remarques, vos demandes
pour pouvoir les étudier. Tous ne seront pas pris en compte forcément, hein, parce qu'il faut, comme ça a été dit précédemment, respecter des principes d'aménagement, de préservation de l'environnement, de l'urbanisme, de l'agriculture et de ne pas trop consommer de terres agricoles. Mais elles seront toutes étudiées et il y aura un bilan qui sera fait de la concertation fin juin également. Donc là, est-ce que vous avez des questions sur les conditions de la concertation et les conditions de la procédure qui vont s'engager jusqu'au mois de juin et après? Pas de questions écrites, du moins. Je laisse peut-être Monsieur le Président, le vice-président conclure. Écoutez, je pense que nous allons donc pouvoir conclure cette réunion. Merci pour votre attention. J'espère que vous avez pu nous entendre. Peut-être que le maniement de l'ordinateur n'a peut-être pas favorisé ces questions, mais ce qui a été largement dit, c'est que c'est des choses, tout ce qui a été présenté là donc est enregistré pour être revu. Ils seront à vos dispositions dans les mairies, dans la communauté. Donc, il y a moyen de continuer et de consulter, de se concerter, etc. Nous sommes donc tous à votre disposition pour que nous partagions bien les mêmes valeurs pour l'intérêt de notre territoire. Je remercie donc M. Platel pour sa présentation claire et pour l'accompagnement qu'il fait depuis donc, le début du PLUI. C'est très important. Je remercie aussi le président, les collègues ici présents, que vous n'avez pas forcément vu, il y a quelques collègues maires qui sont ici présents. Je remercie aussi spécialement Laetitia parce qu'elle a travaillé dans l'ombre, mais c'est aussi grâce à elle que le PLUI fonctionne et fait un travail énorme. Et c'est aussi votre première référente et interlocutrice par rapport à ce dossier. Donc, je crois qu'il ne faut pas oublier, même si elle est cachée derrière l'ordinateur, elle a fait un travail aussi formidable et aussi pour cette soirée. On va écouter, merci à tous et à toutes. Au plaisir de se revoir, effectivement, dans des conditions un peu plus faciles. Bonsoir.